Une mystérieuse architecture complexe de mégalithes se dresse sur le plateau de la cordillère des Andes. Le site de Pumapunku, dans la région bolivienne de Tiwanaku, est rempli d'une atmosphère énigmatique où circule le fantôme des bâtisseurs. Bienvenue sur Mystère occulte et paranormal. Culminant à 3800 mètres, il surplombe le lac Titicaca sur sa rive sud-est. Les pierres utilisées pour les fondations mesurent à elles seules jusqu'à 8 mètres de long et pesant plus de 100 tonnes. L'élément le plus volumineux de toute cette structure, aujourd'hui éparpillé en un amas éparse, a été estimé à 137 tonnes. Les archéologues les plus assidus, ainsi que les chercheurs œuvrant dans la recherche des 4 ouvrages d'art des anciennes cités de Tiwanaku, telles que la pyramide d'Akapana et la plateforme de Kalazawa, s'accordent à dire que les matériaux utilisés à la construction de cette structure est étrange et stupéfiante. Ces immenses blocs de quartzite ont été taillés et travaillés pour s'imbriquer les uns dans les autres, tels des Legos. À Danville, dans l'Illinois, le fabricant d'outils Chris Dunn a utilisé les mesures prises sur le site de Pumapunku pour créer un modèle à l'échelle de 1/8 d'un des blocs en H afin de mieux comprendre comment ils ont pu s'emboîter à l'origine. Cet ingénieur dira : « Pour moi, c'était important de connaître quelles étaient les mesures. Ce que j'ai découvert, c'est que les cavités internes n'étaient pas parallèles les unes aux autres. » Dunn avança la théorie que la manière dont ces blocs en H étaient utilisés était pour des fins mécaniques, dans le but de tenir les éléments ensemble, comme des charnières. Pour tester sa théorie, Dunn créa une charnière de porte qui se connectait à un modèle réduit de bloc H. Après l'avoir mis en application, ses résultats furent stupéfiants. Il dira au Times Magazine : « C'est absolument spectaculaire. Et bien sûr, la question la plus fascinante est la suivante. Quel outil était utilisé il y a 5000 ans ? Parce que quelque chose de très sophistiqué a été utilisé, et non des os de poulet. » Il ajoutera au Lost Technology of Ancient Egypt : « Pas d'os de poulet, pas de ciseaux en cuivre, pas de ciseaux en pierre. Les outils qui ont été utilisés pour créer ces blocs à Pumapunku n'existent pas dans les archives archéologiques. » Toujours selon Dunn, les blocs en H pourraient avoir été utilisés pour monter les charnières d'une porte massive. Toutefois, la théorie de Dunn sur l'utilité des blocs en H n'est qu'une des nombreuses hypothèses récentes concernant l'ingénierie complexe du site de Pumapunku. Le modéliste Paul Francis apporta une toute nouvelle théorie. Bien plus controversée que les autres sur ces blocs en H, elle est néanmoins intéressante. Ce chercheur déclarera au Lucas Francis Studio : « Quand j'ai vu ces éléments disposés sur la table, j'ai pensé que cela ressemblait essentiellement à certaines des rampes de lancement de la Seconde Guerre mondiale, celles que les Allemands utilisaient pour tester les avions propulsés par fusée. Quand j'ai vu ça, l'ampoule s'est éteinte dans ma tête et j'ai dit : oui, avec des patins en bois, cela ferait une plateforme de lancement parfaite pour un ancien vaisseau spatial. Ainsi, le patin descendrait sur les blocs en H et finalement, à la fin, il tomberait et bien sûr l'avion continuerait à avancer. Et c'est avec cela que j'imagine un avion. Et cet avion a une admission. Il a vos panneaux de contrôle ou surface de contrôle. Et fondamentalement, je veux dire, cette chose est prête à aller dans l'espace. » Pour le lien que Paul Francis fait avec la Seconde Guerre mondiale, il est possible qu'il soit avéré. En effet, certaines des blocs de pierre retrouvés sur les blocs en H arborent une svastika, symbole que l'armée nazie a détourné en une croix gammée. Le concept de l'ancien vaisseau spatial n'est pas non plus dénué de sens. Des bijoux en or trouvés dans les tombes près de Bogota, en Colombie, ont une allure étrange. Après une analyse minutieuse et des tests rigoureux de reproduction de ces objets en or, les théoriciens des anciens astronautes ont suggéré que ces artefacts, vieux de près de 1500 ans, sont des preuves des capacités aérodynamiques modernes du passé antique. À ce sujet, Paul Francis dira également au Lucas Francis Studio : « Vous savez, lorsque ces sculptures originales ont été produites, ils font une interprétation littérale de ce qu'ils ont vu.
Je dois prendre cette interprétation et en faire quelque chose qui fonctionnerait réellement comme une machine. Ce faisant, nous avons ajouté un cockpit que le modèle original n'avait pas. Il y avait également 2 petites bosses au dos de la sculpture originale, qui pour moi indiquent des propulseurs de fusée. Vous avez cette pièce en forme de cône, qui aurait pu être une prise que cette personne a vue. Les chercheurs ont également découvert lors des fouilles que la structure dans son ensemble avait été parcourue d'un système complexe de canaux qui menait l'eau de pluie vers un réservoir au sommet de la structure. Celle-ci coulait comme une cascade d'une terrasse à l'autre. Aussi incroyable soit-il, cette eau finissait son chemin dans des tunnels enfoncés horizontalement dans les fondations de l'immense bâtisse. Ils ont également constaté que les parois latérales des canaux avaient été construites avec des dalles de pierre verticales, maintenues ensemble par des pinces ou des colliers de serrage. Ils en déduisent que cette méthode avait été réalisée dans le but de maintenir les dalles ainsi que les 4 plateformes constituant la structure principale dans le bon alignement. Cette utilisation de ces outils de serrage encastrés est une méthode unique, jamais vue auparavant. Qui plus est, ces instruments n'étaient pas tous identiques. Une grande majorité de ceux qui ont été découverts étaient construits dans différentes tailles et formes. L'usinage parfait de certains blocs suggère effectivement de l'utilisation d'outils de taille sophistiquée. Et cela n'a pas d'explication. Une analyse spectrographique d'une barre de maintien révéla qu'elle était composée de 95,15% de cuivre, 1,7% de nickel, 2,05% d'arsenic, 0,95% de silicium et de 0,26% de fer. Cette découverte stupéfia les chercheurs, car un tel alliage était inhabituel. Ces découvertes successives posèrent néanmoins de nombreuses questions. La première étant, quelle civilisation avancée de bâtisseurs était à l'origine du complexe de Pumapunku? Comment avaient-ils érigé ces pierres gigantesques? Avec quelle ingénierie ils avaient réalisé ce mélange de métaux? Une conception mystérieuse qui n'a toujours pas trouvé de réponse. À quelle période de l'histoire ce complexe vivait sa première gloire et où les habitants se promenaient dans les cours et déambulaient dans les immenses salles? Plus ancien de l'Empire Inca, selon les découvertes de Pedro Cieza de León en l'an 1549. Ces conquistadors, qui étaient toujours à la recherche de l'Empire Inca, découvrirent les ruines de Tiahuanaco. Les Incas nièrent toute implication dans la construction de Pumapunku. Il en a été de même pour leur prédécesseur pré-Inca, la civilisation de Tiwanaku. Ces derniers avaient dominé la moitié sud des Andes centrales entre le 5e siècle et le 11e siècle. Toutefois, on peut retrouver dans leurs traditions, leurs mythes et en particulier leur folklore quelques indices. Les premiers habitants des lieux auraient érigé les structures de Pumapunku très longtemps avant leur ère. Ces bâtisseurs auraient eu des pouvoirs surnaturels qui leur permirent de soulever ces blocs de pierre des carrières jusqu'à la montagne. Ce folklore cite comme suit qu'ils transportaient dans les airs au son d'une trompette. La théorie la plus plausible démontre que l'Empire précolombien aurait érigé ce complexe comme des centres spirituels, un lieu de rituel pour les habitants de Tiwanaku. Un domaine imposant censé avoir un temps relié le ciel et la terre, considéré comme le centre du monde andin et attirer à lui des pèlerins venus de tout l'Empire. Il est également fort probable que ce lieu était propice aux expériences psychodysleptiques, via l'utilisation de plantes hallucinogènes telles que le font encore certaines tribus amazoniennes. Les chercheurs ont examiné des échantillons de cheveux sur de nombreuses momies de cette culture Tiwanaku au nord du Chili. Les résultats de ces échantillons ont révélé la présence récurrente de traces de substances psychoactives. Ces archéologues perdurèrent leurs recherches sur ces bâtisseurs de l'Ancien Monde jusqu'à l'exhumation dans les temples souterrains de Tiwanaku de centaines de têtes de pierre toutes différentes et intégrées dans l'enceinte de la cour carrée. Ils trouvèrent également le bol de Fuente Magna, une découverte inestimable. Ce bol de céramique est gravé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il est orné de motifs zoologiques et de personnages anthropomorphiques. Son autre particularité est qu'il comporte une écriture cunéiforme sumérienne et hiéroglyphique proto-sumérienne. Comment ces deux civilisations, pourtant séparées par plus de 12 000 km, ont pu-elles établir une connexion?
Était-ce lors d'un voyage que ce bol put être offert au peuple de Puma-Punku? Et alors, avec quel type de transport cela fut-il possible? D'après le chercheur, malheureusement controversé, Zecharia Sitchin, il est possible que les Sumériens interagissent avec des êtres de l'espace, appelés les Anunnaki. Le bol de Fuente Magna laisserait-il prétendre que ces Anunnaki étaient présents à Puma-Punku comme ils semblaient l'être à Sumer? Qui étaient donc ces dieux cosmiques qui semblaient apporter savoir et culture? Voilà bien de questions sans réponse. Puma-Punku a une conception unique, une architecture qui dispose d'une technique structurale complexe et une mise en œuvre inconnue. Il est difficile de croire que ces bâtisseurs aient réalisé de telles prouesses à la main avec des outils primitifs. L'idée est presque inconcevable. C'est notamment la position d'Alpheus Wyatt et de Ruth Verrill dans leur ouvrage « Les anciennes civilisations de l'Amérique ». Il cite « Comment ces blocs de pierre titanesques ont-ils été apportés en haut de la montagne, provenant de la carrière située à de nombreux kilomètres? Comment est-ce qu'ils ont été coupés et montés? Comment est-ce qu'ils ont été soulevés et mis en place? Personne ne le sait. Il y a des archéologues scientifiques qui voudraient nous faire croire que la roche d'andésite dense et rude était coupée et façonnée au moyen d'outils de bronze et de pierre. Une telle explication est totalement absurde et est indigne d'un examen sérieux. Il est en effet difficile d'imaginer un scénario comme celui que nous proposent ces universitaires en archéologie, alors que dans les mêmes temps, ils nous expliquent que les historiens n'auraient pas connu la roue. Alors, comment ces peuplades primitives s'y sont-elles prises pour créer de tels monolithes, sans aucun défaut, avec des coupes si précises et en angle droit, qui même nos meilleurs outils sophistiqués ne peuvent reproduire de nos jours? Ont-ils eu la technologie de découpe par laser? Des aéronefs pour transporter ces blocs de pierre? Si nous prenons le temps d'examiner ces pierres, on peut se représenter ces outils, ces angles perpendiculaires, ces trous forés parfaitement alignés et identiques, ces roches polies, si lisses au toucher qu'elles ressemblent à la peau de pêche. Il est aisé de penser à des instruments sophistiqués, voire de haute technologie. Quant au transport, certains scientifiques pensent que ces pierres ont été arrachées et travaillées dans des carrières à plus de 100 km de Puma-Punku. Leur hypothèse est que ces immenses blocs aient été transportés sur des rouleaux de bois, comme les supposées statues de l'île de Pâques ou les monolithes de Stone Age. Le problème de cette hypothèse est l'altitude. En effet, Puma-Punku est situé à 3800 mètres, dans une vaste plaine où aucun arbre ne pousse dû au manque d'oxygène. Il aurait donc fallu à ces anciens bâtisseurs une technologie avancée pour transporter ces milliers de tonnes de pierre. Puma-Punku fait partie des rares sites au monde où l'archéologie ne cadre pas avec la réalité du terrain. Certes, nous pouvons voir d'autres complexes, d'autres structures architecturales qui aujourd'hui encore est une énigme dans sa conception. Dans le cas de Puma-Punku, nous disposons de récits, de mythes qui laissent entendre que des dieux seraient intervenus, occupant une place prépondérante dans certaines civilisations. Des êtres à la technologie beaucoup plus avancée de ce que nous connaissons et qui auraient réalisé de nombreuses cités dans le but de nous développer et d'apprendre. Celle de Puma-Punku aurait été détruite à la suite d'un cataclysme, ne laissant derrière lui que des vestiges d'un temps glorieux. C'est l'histoire incessante de tout empire qui finit par s'effondrer sous le poids de ses abus. Aujourd'hui, nous découvrons un peu plus sur les mystères que renferme Puma-Punku. Mais peut-être est-ce cela qui est le plus attrayant, qu'un mystère reste un mystère. Au revoir et à bientôt.